Je travaille dans toutes les situations, qu'elles soient d'entretien, donc en dualité, jusqu'à la conférence, au congrès, colloque, etc. Et puis bon, un petit peu de traduction, mais c'est une activité un petit peu moindre dans ce que je fais au quotidien. Et dès qu'il y a une demande, dès qu'il y a un besoin entre une personne sourde et une personne entendante qui veulent rentrer en communication. Je dis sourde parce que la communication, c'est la langue des signes, mais voilà. Et donc, quel type de situation? J'allais dire toutes. Une personne sourde qui veut voir son médecin, si elle ne comprend pas le diagnostic qui lui est posé, elle passe à côté de quelque chose. Si elle ne comprend pas que le médicament, le traitement, il faut le prendre tous les 2 jours à telle heure, elle ne peut pas se soigner. Donc voilà, ça c'est déjà la base. Oui. J'interviens pour les personnes. Je tiens au fait, voilà, je ne suis pas accompagnatrice. Je suis là dans la situation avec le médecin, mais ce qui ne pose pas problème puisqu'on a le même secret professionnel. Donc, au bout du compte, la confiance et le cadre est posé. Le secret professionnel, il est légal. Hein. Je cherche depuis tout à l'heure le numéro de l'article, c'est L223 quelque chose du Code pénal. Voilà. 223-16, hein, je crois, un truc comme ça, qui dit que toute personne ayant connaissance de par sa profession... 226-13. 226. Pas mal. J'étais pas très loin, hein, j'ai inversé les chiffres, c'est tout. Qui dit que toute personne ayant connaissance de par son métier d'information est tenue de ne pas les divulguer, c'est pénalement puni. Ce qui facilite aussi le travail de préparation, parce que pour des grandes entreprises où on ne peut pas divulguer les informations internes à l'entreprise, on peut faire valoir ce secret professionnel, parce que ce n'est pas qu'au moment de l'interprétation que le secret professionnel agit, c'est bien avant, pendant et après. Sinon, pour rebondir sur les situations d'interprétation, en général, sans parler de enfin, pas de la langue des signes, alors c'est vrai qu'il y a des situations personnelles, alors ça va effectivement du personnel au politique, accompagner une personne chez un notaire. Qu'est-ce que vous avez employé comme mot plutôt que d'accompagner? Intervenir. Bon, moi je dirais accompagner. Accompagner une personne chez un notaire, chez un médecin, etc. On fait ça aussi dans les autres langues. Ensuite, vous avez les réunions informelles dans les entreprises où vous avez un acheteur qui va recevoir des fournisseurs japonais ou indiens qui ne connaît pas la langue et qui a besoin d'un go-between pour que le message puisse passer. Il y a aussi à l'intérieur des entreprises les conventions d'entreprise, les grands-messes où l'on présente les produits, les sessions de formation. Et si on monte encore d'un étage, il y a toute la traduction, toute l'interprétation institutionnelle dans les grands organismes d'État. On passera à la Commission européenne où il y a un nombre incalculable d'interprètes. Mais même en France, dans tous les ministères, chaque fois qu'il y a des réunions, des colloques internationaux, il y a besoin d'interprétation. Et puis il y a enfin l'interprétation pour les chefs d'État au plus haut niveau. Donc vraiment, on touche toutes les sphères de la société. Oui, du plus personnel au plus global. Oui. Oui, tout à fait. Et puis tout champ d'intervention, j'allais dire, qu'il soit dans l'administration, dans le domaine médical, dans le domaine judiciaire. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure qu'il y avait une vraie richesse dans la variété, parce qu'on touche, j'allais dire, un petit peu à tout, au bout du compte. Je voudrais dire un mot de la traduction, parce que je trouve que c'est passionnant, absolument, ce que vous dites. Françoise Lévédard est arrivée, youpi. Une ancienne étudiante du master rédacteur-traducteur, évidemment. Alors,
En fait, un mot sur la traduction, parce qu'on parle de traduction, et comme je suis là pour représenter le monde de la formation des traducteurs, peut-être voilà, un mot sur ce que c'est en réalité aujourd'hui. D'abord, donc le métier a beaucoup changé. D'abord, une première chose, les gens ont une vision romantique de la traduction et s'imaginent, voilà, que les traducteurs traduisent tous les très grands auteurs, etc. C'est très, très, très minoritaire, hein. Il y a peut-être quand même peut-être 500 traducteurs à temps plein littéraires en France et peut-être 1500 autres qui, comme moi, occasionnels. Et c'est moins payé que la traduction technique. Et c'est moins payé que la traduction technique. Pour vous donner une idée, on est payé à peu près 20 euros le feuillet de 1500 signes. Donc ça fait quand même quelque chose comme peut-être 300, voyez, 300 feuillets. Un livre de 240 pages, ça ferait 300 feuillets. Ça va faire 6 000 euros. Mais 6 000 euros pour quelque chose qui vous demande, bon, pas pour moi en tout cas, à peu près 1000 heures de travail, pour un roman, c'est mal payé. Donc moi je peux me permettre, enfin plus maintenant parce que je suis débordé par mes fonctions à Brest, mais à un certain moment, mes loisirs c'était ça, parce que j'adore traduire, donc voilà. Mais je ne le faisais pas pour l'argent. Quand il faut en vivre, il faut faire 4 ou 5 harlequins dans l'année à côté, hein, ce qui est d'ailleurs une technique de beaucoup de mes collègues traducteurs et traductrices. Mais à côté de ça, si vous voulez, la traduction littéraire, dans ce sens-là, ça représente peut-être 10% du marché. Bon, la littérature, les ouvrages de sciences sociales, sciences humaines et sociales, etc. Mais à côté de ça, 90% du marché, c'est quoi? C'est traduire des notices, vous voyez, des notices techniques, des manuels d'utilisation, des communiqués de presse, toute la communication des entreprises en général. Et beaucoup aujourd'hui, les par exemple, documents commerciaux, les appels d'offres. Voilà, les appels d'offres. Et aussi, par exemple, aujourd'hui, des jeux vidéo. Alors, un mot sur... Mais c'est très important. Chaque année, nous, on a 2 étudiants sur les 20 qui se spécialisent en traduction de jeux vidéo. Et on ne dit pas traduction de jeux vidéo, on dit localisation de jeux vidéo. Et je tenais à faire entendre ce mot aujourd'hui parce que vous entendrez beaucoup ce mot. On trouve même des annonces, des offres d'emploi avec le mot localisateur. Alors, la localisation, en fait, c'est un mot compliqué pour quelque chose qui s'est toujours fait. Ça consiste à adapter le produit, vous voyez, complètement, c'est-à-dire non seulement à la nouvelle langue, mais aussi à la nouvelle culture. Par exemple, un jeu vidéo, on peut imaginer, ça se passe dans une ville lambda américaine, bon, on va remplacer certains éléments par des éléments typiques d'une ville française, vous voyez. Bon, et voilà. Donc, souvent, la traduction, ça va être vraiment la traduction de documents très techniques. Donc, pour gagner leur vie, les traducteurs doivent se spécialiser, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Et souvent, ils vont avoir une spécialisation. Un jour, je croise un ancien étudiant dans la rue, je lui dis « Ah, comment ça va ?» Oh, il me dit « je traduis, et vous faites quoi ?»« Oh, je suis devenu un traducteur ordurier. » Il avait beaucoup d'humour. En fait, il était spécialisé dans tout ce qui était traitement des ordures ménagères. On faisait appel à lui systématiquement. Il avait trouvé une niche, c'était parfait, il gagnait bien sa vie avec ça, et puis de temps en temps, il se faisait plaisir avec d'autres choses. Mais bon, forcément, vous vous imaginez bien que quand vous maîtrisez toute la terminologie d'un domaine, ça va plus vite. Donc vous gagnez mieux votre vie, vous gagnez votre vie déjà. Surtout avec les outils actuels. Surtout avec les outils actuels. Donc encore un... Voilà. Donc ça c'est vous voyez, pour qu'on se représente bien ce que c'est, hein, on va traduire essentiellement du matin au soir dans un domaine, un ou plusieurs domaines particuliers. Traducteur juridique, traducteur médical, ça, on ne peut pas être spécialiste de tout. Bien. Après, concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui être traducteur? Ça veut dire d'abord être quasiment informaticien. C'est un grand choc pour nos étudiants. Ils arrivent, on leur dit préparez-vous à subir un traitement de choc. Pendant 6 mois, vous allez faire de l'informatique du matin au soir. Vous allez devoir vraiment être capable d'intervenir dans le code HTML, vous voyez, par exemple. Hein. Il y a des choses qui se traduisent, il faut aller quelquefois derrière. Hein. Et il y a les balises, il ne faut pas toucher à ça, mais tout ce qui est langue naturelle, il faut intervenir. Ça suppose une grande familiarité avec l'informatique. C'est difficile pour certains. Hein. Après, la traduction aujourd'hui, c'est surtout de la TAO. TAO, traduction assistée par ordinateur, c'est des logiciels comme par exemple Trados, MemoQ, WordBee, etc. Déjà vu. Hein. Donc nous, on enseigne tout ça à nos étudiants, évidemment. C'est essentiellement des mémoires de traduction. Alors, une mémoire de traduction, c'est un système qui permet de
c'est un système qui mémorise des traductions de segments. Le texte est divisé en segments, et ensuite on met dans la mémoire de traduction des traductions de segments. Donc vous enrichissez votre base comme ça. Et à force de traduire des textes dans les mêmes domaines, vous finissez par avoir une sorte de dictionnaire, hein, d'alignement, ça s'appelle, c'est-à-dire des paires équivalentes dans les deux langues. Après, vous avez un nouveau texte à traduire. Par exemple, vous avez traduit, je ne sais pas, le... Voilà. Le classique. Et vous avez dans votre mémoire la solution à plein de problèmes. Donc, le logiciel ira chercher dans la mémoire des solutions qu'il vous proposera pour tel ou tel segment. Il vous dira, là, il y a un match, une adéquation de 100%. Là, il n'y a pas tout à fait 100%, mais il va vous aider à combler ces différences. Mais je pense que ceux qui sont véritablement au quotidien là-dedans sauront mieux que moi encore expliquer cela. Et par exemple, Françoise Lévédère. Bonsoir, désolée pour mon retard. Alors, c'est vraiment dans le cœur du métier. Je suis traductrice indépendante et j'étais sur le point de partir. L'un de mes clients m'envoie un mail pour me dire « J'ai un gros souci, il faut absolument traduire. On a moins d'une heure pour rebondir. » C'est mon chiffre d'affaires qui était en jeu, donc j'ai préféré traduire, ce qui explique mon retard. Je suis vraiment désolée, mais j'ai rattrapé le coup. Alors, pour ce qui est de ce que vient de dire Monsieur Le Dizès, Monsieur Le Dizès est mon professeur. Il y a 3 ans, non, plus maintenant, non, mais il y a 3 ans, j'étais l'une de ses étudiantes à l'UBO dans le cadre du Master 2 rédacteur-traducteur. Effectivement, les outils de TAO, alors c'est amusant de voir qu'en français c'est TAO, traduction assistée par ordinateur. En anglais c'est CAT, C-A-T, CAT Tool, pour Computer Assisted Translation. Et on trouve aussi Computer Aided Translation. Donc eux ont 2 mots, nous n'en avons qu'un seul. Déjà ça vous donne une idée des difficultés auxquelles sont confrontés les traducteurs et j'imagine les interprètes quand il faut réagir très vite, traducteurs un petit peu plus de temps. Alors c'est vrai que nos mémoires de traduction, ce sont des outils, mais ce ne sont que des outils. Et quand il y a un 100%, c'est-à-dire que le logiciel estime que le segment, donc le bout de phrase que vous devez traduire, correspond à 100% à quelque chose que vous avez déjà traduit, ça ne veut pas dire que vous confirmez, vous validez. Il faut toujours se dire, il y a certainement un petit truc, un accent, un pluriel, une conjonction, un accord qui ne va pas se faire. Donc il faut toujours regarder. 100%, ça ne veut pas dire que je fais toute ma traduction avec l'ordinateur. 100%, ça veut dire que j'ai déjà traduit et que je vais pouvoir réutiliser mon travail. D'où l'intérêt de ces outils-là en gain de temps. Mais ça ne veut pas dire que l'on se repose sur ses lauriers. Quand on arrive à des segments pour lesquels on nous indique 75% par exemple, souvent nos logiciels l'indiquent par des codes couleurs. Ça veut dire que j'ai déjà traduit, moi ou l'équipe avec laquelle je travaille a déjà traduit. Les termes ont déjà été utilisés, pardon. Je vais pouvoir rebondir là-dessus. Et puis, il y a des moments où c'est du 0%. Donc là, effectivement, je vais travailler avec le savoir que j'ai accumulé dans mon domaine de spécialisation et aussi avec les capacités que j'ai à bien manipuler, à bien connaître ma langue maternelle. Je ne sais pas si ça a été dit, on traduit toujours vers sa langue maternelle parce que ça évite beaucoup de bourdes. L'un des avantages énormes de ce métier, c'est le télétravail. On a même eu des étudiants qui sont des grands bourlingueurs et ils sont partout dans le monde. Tout le monde les croit à Brest. J'ai rencontré... J'étais allée parler à l'université d'Evry il y a 6 mois de ça,
Et j'ai rencontré un jeune homme, je sais pas, il avait 26-27 ans, qui donc était diplômé et qui avait créé sa propre boîte de traduction, que j'avais trouvé très brillant, avec qui je suis restée en contact. Et il m'a écrit la semaine dernière qu'il s'était installé à Dublin. C'est vraiment un métier où l'on peut, on n'a pas besoin, surtout pour la traduction, on n'a pas besoin d'être présent. J'ai envie de dire qu'une entreprise de traduction, une vraie entreprise de traduction, a besoin, elle, de s'implanter quelque part pour connaître des gens, etc. Mais le traducteur, il emmène son ordinateur sur l'île déserte et c'est bon, hein. Une femme qui intervient chez nous comme rédactrice technique, elle est pas traductrice, mais c'est des métiers qui sont très très proches. Elle vit en Nouvelle-Zélande sur un bateau toute l'année. Elle travaille depuis son bateau. Alors, c'est un petit peu particulier parce que je suis rarement à l'international pour le coup, mais j'ai quand même beaucoup de déplacements. Je fais rien que sur le département à peu près 3000 km par mois. Alors ça aussi parce que vous êtes toute seule. Parce que je suis toute seule, parce que quand on est le matin à Lannion et l'après-midi à Dinan, ben, ça fait déjà 1 heure pour aller à Lannion, 2 heures pour aller à Dinan et 1 heure pour revenir à Saint-Brieuc. Donc on a déjà 4 heures dans la journée dans la voiture. Effectivement, une grosse demande de traducteurs. Alors, pour le coup, ils travaillent dans les deux sens, parce que quand on est avec un gardé à vue, on travaille de sa langue maternelle vers le français, et on traduit les questions de la police dans la langue maternelle de la personne qui est gardée à vue. Dans ce cas de figure, bien souvent, voire tout le temps, il faut être assermenté. Donc là, c'est une procédure qui est particulière. L'assermentation se fait près le tribunal de grande instance, de la cour d'appel. Donc pour nous, c'est Rennes. Il y a, alors, pour ceux que la marine intéresse, il y a aussi des demandes de traduction à Brest, émanant de la marine nationale, pour accueillir et traduire lors des escales des bateaux étrangers. Voilà, c'est aussi une façon de mettre un pied dans la traduction. Je crois que ça donne on peut rentrer dans une catégorie de réservistes. Le métier nous permet de travailler seul. Moi, je fais le tour du monde un nombre incalculable de fois par jour sur 1 mètre carré. Donc, et puis, être dans une entreprise, ça n'est pas toujours facile parce que le télétravail, c'est très bien, mais comment contrôler, pour l'employeur, comment contrôler les temps d'activité de son salarié. Et puis, c'est un métier qui répond tout à fait aux exigences du travailler seul. Ça veut dire aussi, on a la liberté certes, mais ça veut dire aussi beaucoup d'autodiscipline. Alors tout à l'heure, l'histoire de la salle de bain, ça m'a fait rire, parce que je ne travaille jamais en pyjama et je m'habille comme si j'allais au travail. C'est-à-dire je suis habillée, maquillée, coiffée, comme si j'allais au travail. Ce qui ne veut pas dire que j'ai des horaires de bureau. Loin de là. Sur 180 étudiants qui sont sortis du master de traduction de Brest, je dirais que 120 se sont installés à leur compte. Oui, ça a la proportion. Pour les raisons que Françoise vient d'expliquer. Après, c'est difficile pour certains jeunes. Vous savez, ils sont très jeunes, certains. Ils n'ont jamais redoublé, etc. Et finalement, ils se retrouvent à 23 ans, diplômés d'un master. Pour certains, ça fait peur de se mettre à son compte. Alors nous, on les aide. C'est une des forces du master de Brest, je pense, de mettre beaucoup l'accent sur l'entreprise, la création d'entreprises. Et puis, on a un système d'agences de traduction fictives qui marche très très bien, si bien que pendant l'année, les gens déjà, finalement, apprennent à travailler. Et puis, travailler seul, ça ne veut pas dire ne pas avoir de réseau. Hein, et vous êtes bien placée, Françoise, pour le savoir. Vous êtes très très forte dans ce domaine. Hein. Vous êtes vraiment, vous réseautez, comme disent nos amis québécois, sacrément. Et c'est bien, parce que le risque, c'est quand même la solitude. Travailler seul, ça ne veut pas dire ne pas collaborer avec d'autres. Et puis, de toute façon,
personne n'a la science infuse. Donc, si je ne sais pas, je ne vais pas rester devant mon ordinateur à pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant je ne vais pas pouvoir livrer à temps parce que je ne sais pas traduire ces quelques termes-là. Je ne comprends pas, les textes ne sont pas toujours très bien traduits. En anglais, quand la langue source est l'anglais, c'est traduit par tout le monde. Donc l'anglais académique, vous oubliez quand vous travaillez avec la langue source anglaise. Et puis, on garde des contacts. J'ai gardé des contacts avec Monsieur Le Dizès, avec d'autres enseignants, avec des confrères. Quelquefois, je ne sais pas si ce sont des hommes, des femmes à travers le monde. Et puis, et aussi avec ceux qui étaient en fac avec moi. Et on travaille comme ça. Un traducteur est dans une situation paradoxale. Il est seul dans sa pièce. Il voit le monde entier et il connaît plein de monde. Et effectivement, le réseau, c'est j'ai trouvé l'expression, quelqu'un avait demandé c'était comment déjà, allez, j'envoie l'info. Il y a beaucoup de forums de traducteurs. Ah, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire de publicité pour Facebook, mais notre master a sa page Facebook. Donc, on a des nouvelles des uns et des autres. L'une de nos... Mais pourquoi ne faudrait-il pas faire de publicité pour notre master ? Ah, mais non, non, c'était pour Facebook, je voulais dire. Mais le master, j'en parle énormément. J'en parle. Et d'ailleurs, j'ai annoncé sur Facebook que j'étais parmi vous ce soir. J'aurais souhaité être un peu plus à l'heure, mais